Écoutez-les, les enfants de la nuit. Quelle musique ils font. Ces mots, ils sont prononcés par le comte Dracula lui-même. La scène est absolument glaçante. Mhm. Son invité, le jeune Jonathan Harker, vient d'arriver dans son château isolé, en plein cœur des Carpates, et dehors, les loups hurlent. Un son qui terrifierait n'importe qui. Bien sûr. Mais pour le comte, c'est une musique. C'est un accueil qui donne immédiatement le ton de l'horreur à venir. Absolument. Et cette simple phrase, elle est terrifiante parce qu'elle inverse complètement nos repères. Ce qui est un symbole de menace pour l'un, c'est une symphonie pour l'autre. C'est ça. On comprend tout de suite que Harker n'est pas seulement dans un pays étranger. Il est entré dans un autre monde, un monde où les règles de la nature et de la raison sont soumises à la volonté de son autre. C'est bien plus que ça. Beaucoup plus. C'est avant tout une exploration de la peur de l'inconnu, du choc vraiment frontal entre la modernité du 19e siècle et les superstitions ancestrales. Et surtout, c'est une réflexion, je trouve, incroyablement fine sur la manière dont le mal peut se propager. En utilisant nos propres outils. Exactement, en utilisant les outils même du progrès. Aujourd'hui, on plonge dans ce chef-d'œuvre du roman gothique. Nos sources, ce sont les journaux intimes des personnages, Jonathan Harker, Mina Murray. Des coupures de presse aussi. Oui, des coupures de presse qui construisent l'histoire pièce par pièce, un peu comme une enquête. L'objectif, c'est de retracer ce voyage terrifiant de Jonathan et de comprendre comment cette menace ancienne a réussi à s'infiltrer dans le Londres de l'époque victorienne. Alors, notre histoire commence avec Jonathan Harker. C'est un jeune clerc de notaire anglais, un homme très rationnel, ambitieux. Un homme de son temps. Voilà. Il est en route pour la Transylvanie pour finaliser un achat immobilier à Londres pour un certain comte Dracula. Et dès le début, le livre oppose ce jeune homme moderne à un monde qui lui échappe complètement. Son journal est fascinant pour ça. D'un côté, il note avec une curiosité presque touristique les coutumes locales, la nourriture. La Mamaliga, des choses comme ça. C'est ça. Et de l'autre, il sent une angoisse sourde monter. Les habitants le regardent avec un mélange de pitié et de terreur. Ce malaise atteint son sommet la veille de son départ pour le château. L'aubergiste et sa femme le supplient de ne pas y aller. Et comme il insiste, l'épouse lui donne son propre crucifix, en pleurant. Mhm. Pour Harker, c'est du folklore. De la superstition d'un peuple un peu arriéré, quoi. C'est un point de bascule fondamental. Harker, avec sa logique occidentale, il ne peut pas concevoir que leur peur soit fondée. Il représente cette modernité qui croit avoir tout compris, tout rationalisé. Tout à fait. Et eux, au contraire, ils ont cette sagesse populaire, une connaissance presque intuitive du mal. Et le roman va nous montrer de la plus terrible des manières que cette sagesse ancienne, mais elle était bien plus lucide que la logique de Harker. Le voyage final vers le château, ça confirme cette entrée dans l'irrationnel. Ça se fait de nuit, dans une calèche menée par un cocher d'une force surhumaine. Ses yeux semblent briller en rouge dans le noir. C'est déjà un signe. Carrément. À un moment, une meute de loups encercle la calèche. Harker est pétrifié. Mais le cocher, il fait un simple geste de la main et les loups s'écartent, complètement soumis. C'est une démonstration de pouvoir absolu. Le cocher, dont on devinera l'identité plus tard, ne domine pas la nature. Il est la nature, ou du moins sa part la plus sauvage. Harker n'est plus dans un monde régi par les lois humaines. Non, il est dans le domaine du conte. Et ce domaine, c'est un immense château en ruine. Il est déposé seul dans une cour silencieuse. La porte s'ouvre enfin. C'est le comte Dracula en personne. Un homme grand, âgé, mais avec une poignée de main glaciale et d'une force surprenante. Il faut s'imaginer ce moment. La porte massive qui se referme derrière vous et qui vous coupe du seul monde que vous connaissez, c'est l'isolement total. Un isolement qui est vraiment au cœur de l'horreur gothique. Le château, c'est un piège, un lieu hors du temps, hors de la civilisation. Et Harker va très vite comprendre que cet isolement, il n'est pas que géographique. Alors, décortiquons un peu ce qui se passe. Les premiers jours, Harker est encore dans son rôle très pro. Mais l'enthousiasme, il laisse vite place à l'angoisse. Il commence à remarquer des détails. Oui, des détails troublants. Des canines anormalement pointues, des oreilles effilées, des poils au centre des paumes. Et surtout, il ne le voit jamais ni manger, ni boire. Ce sont de petits signaux, des anomalies qui commencent à fissurer la réalité de Harker. Son esprit rationnel cherche des explications, mais il n'y en a pas. La tension psychologique monte de manière magistrale. Et la prise de conscience finale, elle est brutale. Un jour, il explore le château et il se rend compte que toutes les portes sont verrouillées, de l'extérieur. Ah. Il est un prisonnier. Et c'est là qu'il comprend la supercherie ultime. Il n'y a pas de serviteur.
C'est Dracula lui-même qui fait son lit, qui prépare ses repas. Le cocher qui l'a conduit, C'était lui. c'était lui aussi. Psychologiquement, c'est une dévastation. Pensez-y, toute notion de normalité, de sécurité est anéantie. Harker est entièrement à la merci d'une seule et même entité. Qui joue tous les rôles. Hôte, geôlier, serviteur, cocher. C'est une perte de contrôle absolue. Et pour un homme victorien dont l'identité repose sur la maîtrise, c'est l'effondrement total. À partir de là, l'horreur devient manifeste. Surnaturel. Une nuit, il voit une scène qui défie toute logique. Ouais. Le comte descend le long du mur du château, la tête en bas. Comme un animal. Le livre dit exactement comme un lézard. C'est une violation des lois de la physique. C'est le moment où Harker ne peut plus nier. Le monstrueux est réel. Ce n'est pas un vieil excentrique, c'est quelque chose d'inhumain. C'est à ce moment-là que l'horreur prend une autre dimension. Épuisé, Harker s'endort dans une pièce interdite. Il est alors approché par 3 jeunes femmes, décrites comme incroyablement séduisantes. Mais terrifiante. Oui, avec des mouvements félins, des yeux cruels. Elles le fascinent et le terrifient. Alors que l'une d'elles va le mordre au cou, Dracula apparaît, fou de rage. Il les repousse et leur crie « Cet homme m'appartient ». Ce qui est fascinant et profondément troublant ici, c'est la perversion du désir. La scène est chargée d'une tension érotique, mais mortelle. Oui, tout à fait. Ces femmes ne sont pas humaines, ce sont des prédatrices. Et l'intervention de Dracula n'est absolument pas un sauvetage, c'est une affirmation de propriété. Il ne protège pas la vie de Harker, il protège son garde-manger. C'est la déshumanisation la plus totale. Complètement. Il n'est plus un invité, ni même un prisonnier. Il est une chose, du bétail. Son désespoir est total. On le force à écrire des lettres antidatées à sa fiancée, Mina, pour faire croire que tout va bien. Et c'est là qu'il fait une découverte macabre. Dans la chapelle en ruine, il trouve 50 grandes caisses en bois, remplies de terre. Et dans l'une d'elles, il découvre le comte, endormi. Mais il a l'air plus jeune, et ses lèvres sont rouges, couvertes de sang frais. Il le voit enfin pour ce qu'il est. Pas un noble, mais une créature gorgée de la vie des autres. Le voir endormi, vulnérable, c'est une occasion unique. Dans un geste désespéré, Harker attrape une pelle et le frappe à la tête. Mais le coup ne fait que lui ouvrir le front. Les yeux du monstre s'ouvrent, remplis d'une haine qui le paralyse de terreur. C'est là qu'il comprend. Ces caisses de terre, elles vont être expédiées à Londres. Et cette terre est essentielle. C'est un fragment de sa terre natale maudite. Sans elle, il est vulnérable. Ces 50 caisses sont des têtes de pont, des piocchios, des nids qu'il compte disperser à travers Londres pour y étendre son règne. L'invasion n'est pas impulsive, non, elle est méticuleusement planifiée. Et pendant que Harker vit cet enfer, ce plan terrifiant se met en marche. La menace, elle est déjà en route. On la retrouve à des milliers de kilomètres de là, sur les côtes anglaises, n'est-ce pas, Evelyne? Exactement. Le roman bascule brutalement. On quitte l'horreur confinée du château pour une menace qui va déferler sur le monde. On quitte le journal de Harker pour arriver en Angleterre, à Whitby. C'est là que séjourne la fiancée de Jonathan, Mina Murray, avec son amie Lucy Westenra. Et l'histoire nous est racontée par un article de journal, le Daily Graph. Il relate un événement incroyable. L'arrivée du navire. Oui, un navire russe, le Déméter, qui arrive au milieu d'une tempête surnaturelle. Le navire s'échoue, et un immense chien noir s'en échappe et court vers le cimetière. La description est digne d'un tableau. Le navire est comme un fantôme, un présage de mort. Et l'équipage? Inexistant. On trouve à bord seulement le cadavre du capitaine, mais dans une mise en scène effroyable. Il est attaché à la barre, ses mains crispées sur un crucifix. C'est une image incroyablement puissante. Le navire n'est plus un moyen de transport, c'est un cercueil flottant. Le capitaine mort, accroché à son crucifix, symbolise la défaite de l'humanité face à la force qui était à bord. Et le chien, bien sûr, c'est Dracula. C'est Dracula, sous une autre forme, qui s'introduit en Angleterre à l'insu de tous. La menace n'est plus contenue. Elle est arrivée. Et pour confirmer l'horreur, on retrouve le journal de bord du capitaine. Il raconte la traversée jour après jour. Un récit de paranoïa, de disparition. L'équipage s'évanouit un par un. Ils deviennent fous? Oui. Une nuit, un marin voit une silhouette grande et mince sur le pont. Finalement, le capitaine, seul à bord avec la chose, s'attache à la barre pour mener le navire à bon port, même mort. Ce journal de bord, c'est un coup de génie narratif. Il agit comme une preuve, un témoignage factuel qui valide l'horreur surnaturelle.
Il nous montre comment la simple présence de Dracula, même cachée, suffit à détruire un microcosme humain. Par la peur. La peur, la suspicion et enfin la mort. Et le journal révèle un dernier détail sur la cargaison. 50 grandes caisses de terre, expédiées à Londres. Le plan est en marche. Et les conséquences, elles ne se font pas attendre. Peu après, Lucy Westenra, l'amie de Mina, commence à souffrir d'une maladie mystérieuse. Elle devient d'une pâleur de craie, elle est faible. Des cauchemars horribles. Oui, et son médecin, le Dr Seward, est déconcerté. Il ne trouve qu'un seul symptôme physique, 2 petites marques rouges à sa gorge. C'est le début de l'infection. Dracula a trouvé sa première victime anglaise. La maladie de Lucy n'est pas médicale. C'est une ponction de sa force vitale. Le Dr Seward fait alors appel à son mentor, le professeur Abraham Van Helsing. Lui, il reconnaît les signes. Pour la sauver, il organise plusieurs transfusions de sang. Son fiancé, Arthur, leur ami Quincy Morris, le Dr Seward, tous lui donnent leur sang. La transfusion est une métaphore centrale ici. C'est fascinant. Vous avez les hommes les plus vertueux du récit, La noblesse, le courage, la science. voilà, qui donnent littéralement leur sang, leur force vitale pour sauver cette jeune femme. C'est la modernité et la chevalerie qui s'unissent pour essayer de repousser ce mal ancien. Mais leurs efforts sont vains, le mal est plus insidieux. Une nuit, la mère de Lucie, qui est bien intentionnée mais totalement ignorante, elle retire les guirlandes de fleurs d'ail de la chambre. Se plaignant de l'odeur. Exactement. Et cette nuit-là, Dracula a le champ libre pour achever son œuvre. Et c'est ça, toute la subtilité de cette force maléfique. Elle n'a pas besoin de gagner par la force brute. Elle exploite l'innocence, l'ignorance. La science et le courage seuls ne suffisent pas quand on ne comprend pas la nature de la menace. La mère de Lucie devient, sans le savoir, l'allié du monstre. Lucie meurt. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle horreur. Peu après, des articles de presse parlent d'un phénomène étrange à Hampstead. Des enfants disparaissent brièvement. Et ils reviennent en racontant quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Ils disent avoir joué avec une Bloofer Lady, une déformation de Beautiful Lady, une belle dame. Les enfants reviennent avec de petites blessures à la gorge. C'est la confirmation de la plus grande tragédie. Lucie n'est pas seulement morte. Elle est devenue non morte. Une prédatrice à son tour. C'est là qu'on comprend la vraie nature de l'invasion de Dracula. Il ne tue pas, il corrompt. C'est ça. Il transforme ses victimes en monstres à son image. Il propage sa malédiction. Ce n'est pas une conquête de territoire, c'est une conquête des âmes, une contamination spirituelle. On a donc suivi les premiers pas de cette terrible histoire. L'emprisonnement et la fuite de Jonathan, l'arrivée du comte en Angleterre et la transformation de sa première victime. Le mal, autrefois confiné, a réussi à s'implanter au cœur du monde moderne. Et cette histoire, écrite à la fin du XIXe siècle, elle soulève une question qui reste, je trouve, profondément actuelle. Dracula utilise les infrastructures les plus modernes de son temps, Les navires, les crins. oui, les transactions légales, tout ça, pour propager une terreur ancestrale. Et ça nous amène forcément à réfléchir à notre époque d'hyperconnectivité. Quelle forme de mal ancien, quelles idéologies destructrices pourraient bien utiliser nos propres outils, nos réseaux sociaux, nos technologies, pour s'infiltrer dans nos sociétés, souvent à notre insu, jusqu'à ce qu'il soit peut-être trop tard pour réagir.